Bonjour, aujourd'hui nous recevons maître Catherine Svark. Bonjour Monsieur Cuch. Voilà, soyez la bienvenue. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 8 ans. Donc vous êtes avocate montpelliéraine. Nous vous avions reçu il y a 4 ans et nous allons parler du procès de Charlie Hebdo essentiellement. Vous avez participé à tous les procès, Charlie Hebdo, Montrouge, Hypercacher, Peter Sheriff, Paty et le deuxième procès de rue Nicolas Appert. Voilà. Donc c'est les 10 ans de Charlie, voilà, le symbole de la liberté d'expression, très important, en ce début de siècle. Voilà, alors vous avez assisté à tous les procès devant la cour d'assises spécialement composée à Paris. Oui, exactement, j'ai défendu dans tous les procès des parties civiles. Ça représente combien d'heures de présence, combien de travail, de journées de travail depuis... ça a commencé en 2020, là, les procès de Charlie, c'est ça? Oui, les procès de Charlie ont commencé le 2 septembre 2020. Voilà, c'est ça. Et finalement, le dernier procès qui est relatif à des caricatures, sans être relatif à Charlie réellement, c'est terminé le 23 janvier 2025. Voilà, donc on est vraiment dans le temps. Là. On est sur une période de temps très importante. On est le 27 importante. janvier, là, on est vraiment dans le match. Hein. Oui. Je voulais dire aussi que vous avez défendu là, dans l'affaire du Mediator sans rêve et victime, là, donc 80 de Montpellier. Oui. Donc vous êtes un peu spécialisé dans les procès importants. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça. Alors, oui, je reviens à la question que vous avez éludée tout à l'heure. Ça représente combien d'heures de travail, cet ensemble de procès, entre les heures de travail de votre cabinet, les déplacements, assister aux audiences, les retours d'audience, vous dites quoi là? Alors, au doigt mouillé. C'est marrant cette question que vous me posez, parce qu'on est dans un schéma où finalement la vie se mélange au travail. Le travail devient la vie devient le travail. Et en réalité, on ne compte pas ses heures. Oui, mais bon, si on devait le dire, si on devait l'estimer comme ça. J'ai presque envie de vous dire que j'en suis incapable. On pourrait considérer qu'il y a uniquement sur ces volets caricatures 1 an d'audience, à peu près. Entre, 1 an d'audience. À peu près. Un an complet d'audience entre la première instance, l'appel du procès Charlie Hebdo, l'affaire Peter Sheriff, l'affaire Nicolas Appert et l'affaire Samuel Paty. C'est énorme. Voilà. On peut dire qu'il y a à peu près 1 an, oui, 10 à 12 mois d'audience à proprement parler. Vous avez assisté à toutes les audiences? Ah oui. D'accord. Ce sont des procès où on ne peut pas, à mon sens, éviter, louper certains jours d'audience. Parce que la procédure en cour d'assises est orale et il est très important d'assister à tout ce qui se dit. Il peut y avoir des choses extrêmement importantes qui se disent un jour, le matin, entre 9 et 10. Et si vous n'y êtes pas, vous ratez quand même quelque chose de très important pour les victimes que vous représentez. Voyez-vous, donc pour moi, être mandaté pour aller faire ce genre de procès, ça veut dire que je m'engage à assister à toutes les audiences. Donc on peut dire que c'est un an d'audience et 1 an de travail pour préparer ces audiences? Alors, le temps de travail est plus important, malgré tout, parce que ce sont des dossiers qui sont très importants, qui sont en général suivis en instruction. Vous voyez, il y a eu 5 ans d'instruction pour le dossier Charlie Hebdo, puisque l'attentat s'est déroulé le 7 janvier, et la cour d'assises a commencé à juger le 2 septembre, 5 ans plus tard. D'accord. Donc 2 ans et demi à peu près de travail, 3 ans Peut-être, je vous dis vraiment, je suis absolument incapable de vous dire les jours et les nuits de travail, de synthèse, de réflexion que l'on peut donner à ce genre de procès. Donc avant de passer aux questions, on va parler du prochain numéro de la Glorieuse. Donc à la une, la mairie, tu l'aimes ou tu la quittes? Au sein de l'administration de la fosse, certains cadres jouent au cow-boy toxique. Voilà, une petite affaire croustillante. Ensuite, à l'intérieur, donc,
un petit article original. Le président de la FMR, donc la FMR, c'est l'association qui regroupe les harkis, nous déclare la galette pour les pieds noirs et la fève dans le cul pour les harkis. C'est élégant. Très. Ensuite, on revient sur l'histoire du COM. Le COM, vous savez, c'est le truc en dessous de Montpellier, là, ce qui va de la Vérune à Saint-Jean-de-Védas. Alors, on pose la question vers une expropriation de Midi Libre. Voilà, parce que la jonction des deux autoroutes doit se faire sur les terrains de Midi Libre. Ensuite, on revient sur l'affaire Cambadélis, dans un article qui s'appelle Le corbeau de la fosse remercie le renard Cambadélis. On revient sur la fête qui a eu lieu aussi à la mairie où Michael Delafosse a enfilé le burnous et chanté les chants traditionnels berbères. Et une affaire aussi sur Vestia Promotion qui met 30 entreprises au tapis dans le quartier donc, de Gambetta, le centre médical Gambetta, ferme au 1er février. Le cabinet n'est pas loin, je crois, vous voyez où il est. À la place de Broussous, c'est Calmels. Là où il y a le cabinet médical, ça ferme au 1er février, parce que le promoteur n'a pas payé ses loyers. Voilà. Catherine, maître Catherine Zwark. Voilà, donc, alors on va faire court. Il y a 4 procès. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé en 30 secondes de chaque procès? 30 secondes. Oui. Alors, premier procès, le procès Charlie qui a eu lieu en 2020. Il y a eu un appel. C'est la thématique, c'est la caricature, le blasphème. L'appel en 2023. En 2020. Non, 2022. Procès 2020, appel 2023. 2022. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots ce procès? Oui, ce procès, ce sont les frères Kouachi qui vont aller à la salle de rédaction, qui sont en lien avec Amédi Koulibaly, qui lui va commettre l'attentat de Montrouge en tuant la policière municipale, puis va se rendre le 9 janvier à l'hypercachère pour tuer des personnes qui sont dans l'hypermarché de l'hypercachère sous prétexte qu'elles sont juives. Et du côté des frères Kouachi, ils vont aller à la salle de rédaction de Charlie Hebdo pour décimer l'intégralité des personnes qui y sont, c'est-à-dire qu'il y aura 11 morts dans cette salle de rédaction. Kabul, Volinsky, mais il y aura aussi Moustapha Mourad, qui travaillait dans la rédaction de Charlie Hebdo, et à l'extérieur, Ahmed Merabé, qui était policier et qui sera tué quasiment à bout portant alors qu'il est par terre, ainsi que Franck Brun-Solaro, qui était là pour assurer la sécurité de Charles. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Quel est votre ressenti là, depuis, donc ça va faire 9 ans là, de toute cette période judiciaire pour Charlie? La période judiciaire, je suis même pas sûre que ce soit vraiment terminé, en réalité, l'histoire judiciaire. On sait que pour les victimes, ça sera jamais terminé. Il faut qu'elles ferment le chapitre judiciaire, mais ça ne sera pas terminé, parce qu'il y a toujours de la souffrance, du stress post-traumatique, il y a les blessures invisibles, les familles qui sont détruites, évidemment. Mais au niveau judiciaire, on a quand même, je vous l'ai dit, il y a eu ce procès Charlie Hebdo, il y avait eu une disjonction à l'époque du cas de Peter Sherif, qui était parti au Yémen, qui avait fait venir Cherif Kouachi, et cette disjonction a été maintenant évoquée devant la cour d'assises spécialement composée en 2024. Peter Sherif a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est où, Peter Sherif? Il est en France. En prison? Il a été incarcéré, il n'a pas relevé appel. Mais il est revenu en France? Oui, alors son parcours est un peu particulier parce que on dit un vétéran djihadiste. En réalité, on l'avait connu lors des filières des buts de Chaumont, où on avait les frères Kouachi dans ces filières. Il me semble
qu'ensuite il est parti au Yémen. Il a été là où il a fait venir Chérif Kouachi et il l'a introduit dans l'organisation terroriste Al-Qaïda, où il a été préparé pour revenir ensuite en France dans le but de commettre un attentat, et notamment celui-là, vous voyez. Et donc, en ce qui concerne Peter Sherif, il me semble, oui, il avait été, il s'est rendu en Syrie, il est allé en Syrie, il s'est rendu à l'ambassade où il est revenu en France, il a été incarcéré en 2008, il a été jugé pour cette affaire des filières, il a été placé sous contrôle judiciaire en 2009, en 2011 il est jugé, et lors du verdict, lui il a disparu. Il est condamné à 5 ans d'emprisonnement, et il a disparu, il est parti, il s'est sauvé, et là il est parti au Yémen 3 jours avant le verdict, et c'est là qu'il va recevoir Chérif Kouachi, et ensuite il va repartir, on va le retrouver en 2018 on va le retrouver et l'arrêter. Entre-temps, il a été emprisonné par les Américains à Abu Ghraib. Vous voyez, il y a tout un parcours ça serait intéressant d'ailleurs de vraiment écrire quelque chose sur lui, un livre, parce que c'est vraiment un parcours assez incroyable, puisque cet homme, Peter Sherif, qui est quand même assez âgé, il avait tout un tas de personnes autour de lui qui sont soit mortes, soit complètement handicapées, et lui, il ressort de toute cette de tout ce parcours djihadiste sans avoir la moindre écaille, et on le retrouve en France, et maintenant il a été incarcéré. Il a vraiment un parcours très, très particulier. Donc 2 autres procès, là il y a eu en octobre 2024 Samuel Paty, et donc là dernièrement le procès de la rue Nicolas Appert à propos de la republication donc des caricatures, et donc un Pakistanais qui se pointe dans les anciens bureaux de Charlie, et puis bon, il voit 2 gars et il leur donne des coups de couteau. Oui, l'année 2020 a été, on peut dire, à très haut risque, parce que avant l'ouverture du procès Charlie Hebdo, dans son numéro 1467, a décidé de republier les caricatures. Donc ils ont fait la republication le 1er septembre sur leur site et sur leur journal le 2 septembre. Et à partir de là, le monde extrémiste s'est enflammé en quelque sorte. Les 7, 8 les 8, 9 et 10 et 11 septembre 2020, il y avait des communiqués d'Al-Qaïda qui vraiment demandaient de frapper la France, de corriger le blasphème. Ils recommencent, il faut les repunir, ils en veulent encore, etc. Voilà. C'était vraiment ça, une ambiance très particulière, et donc très explosive. Et en septembre, on va avoir des Pakistanais qui sont, eux, complètement inféodés à TikTok, et un imam qui s'appelle l'imam Rizli, qui est pakistanais et qui a fondé un parti d'extrême droite là-bas, qui est pour la sanction à mort des blasphémateurs, et qui va demander que l'on tue les blasphémateurs. Et donc ce groupe de Pakistanais qui était entré en France par la voie des migrants, et qui sont des mineurs, qui se présentaient comme étant des mineurs, vont, pour l'un d'eux, se rendre devant les anciens locaux de Charlie Hebdo avec la ferme intention de tuer les journalistes de Charlie Hebdo, mais ils vont tomber sur des gens qui sont certes journalistes, mais qui ne sont pas du tout de Charlie Hebdo, et puisque Charlie Hebdo a déménagé, et donc ils vont s'attaquer
Zahir Mahmoud va attaquer 2 personnes à la feuille de boucher. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une feuille de boucher. C'est une espèce de hache, un couteau de boucher qui est énorme, qui sert à désosser les carcasses. C'est vraiment quelque chose de très dangereux. Et il va essayer de les atteindre au cou et au crâne. Et ils doivent leur survie vraiment au miracle de la médecine, on peut dire ça. Donc là, Zahir Mahmoud va attaquer des personnes qui sont devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Et le pire dans cette histoire, je veux juste rajouter quelque chose, c'est qu'on apprend à l'audience qu'il n'a pas lu le Coran et il n'a jamais vu les caricatures. D'accord. C'est pour vous dire un petit peu l'influence des réseaux sociaux et de TikTok. Et là, on a ça. D'accord. Et ensuite, ça, c'est le 25 septembre. Donc il faut interdire TikTok. Alors attendez, on y vient. Et le 16 octobre, on a, là c'est un Tchétchène, Aboulak Andorov, qui informé par les réseaux, encore une fois, va s'attaquer au professeur Samuel Paty parce que il a vu sur les réseaux qu'il aurait montré des caricatures durant son cours et qu'il humiliait le prophète, ce qui est inexact. Vous voyez. Donc, et là, effectivement, encore les réseaux. Alors les interdire, non. On ne peut pas parler de la liberté d'expression et dire il faut interdire l'expression. Oui, mais en fait, on a l'impression quand même, depuis cet attentat à Charlie, personne n'a republié les caricatures. Donc les terroristes ont un peu gagné quelque part. Est-ce que les terroristes ont gagné? C'est une bonne question, ça, non? Ouais, bravo. Ouais, vous posez que des questions excellentes. J'essaie. Est-ce que non, les terroristes n'ont pas gagné. La preuve, Charlie Hebdo a republié des caricatures. Le journal satirique qui publie des caricatures, c'est bien Charlie Hebdo depuis tout temps. Qui est-ce qui va caricaturer le pape en train d'être sodomisé par un travesti comme ça a été fait à une époque? C'est Charlie Hebdo. Je suis pas sûre que dans d'autres journaux on va trouver ce genre de caricature contre les religions. C'est vraiment leur domaine un petit peu réservé, j'ai envie de dire, de caricaturer les religions, les personnes politiques de façon très poussée. Parce qu'il y a 300 Donc, ans, il y a 300 ans, ou un peu moins, on va dire, il y a 250 ans, Voltaire écrivait un traité sur la tolérance. Il en reste quoi aujourd'hui? Dans le procès sur la tolérance. Je ne sais plus si le procès ou si c'est... On voudrait, moi, ce que je garde de ce combat, en fait, qui est mené en France, parce qu'il faut le dire, le président Macron a quand même fait plusieurs discours à Beyrouth, au Muro, en disant qu'il fallait éviter le séparatisme, qu'il fallait... en France, on a le droit de blasphémer, c'est la liberté d'expression qui émane de la liberté de conscience. Donc en France, on a quand même conservé cet esprit des Lumières en quelque sorte qui permet à chacun et à tous de rire un peu de tout dans les limites de la loi. Alors tant que la loi n'interdira pas le blasphème, tout le monde aura le droit de... Est-ce qu'on peut rire de tout? Et voilà, alors après c'est la question. Parce que nous, on a été condamné sur un dessin, ce que n'a jamais eu Charlie Hebdo, qui ont poussé quand même le bouchon un peu plus loin que nous. Donc ça veut dire que c'est quand même à l'appréciation de la justice. Nous, on a été condamnés lourdement sur un dessin. Bon, voilà. J'ai pas vu le dessin, ça dépend. C'est-à-dire que quand Charlie se moque d'une religion, il se moque pas des musulmans. Vous voyez, il y a vraiment des différences. Et c'est vrai que la loi impose qu'il n'y ait pas de discrimination. Il y a quand même des règles. Et Charlie est dans les règles puisqu'ils ont eu moult procès qu'ils ont gagné sur notamment ces caricatures. Donc, nous en sommes où sur la liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est un combat au quotidien. Depuis 2015, c'est...
Alors, est-ce qu'elle a reculé? Je comprends la question. Je comprends cette question parce que il y a liberté d'expression, c'est ce qui vraiment va être exprimé, et liberté d'expression. Est-ce que finalement les professeurs, par exemple, quand ils font leurs cours, ils n'ont pas un peu la trouille? Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que est-ce qu'un journaliste, quand il parle de quelque chose, il se dit pas, je vais peut-être prendre un risque, vous voyez? Et c'est embêtant de faire son travail en prenant un risque, de faire que ce soit un enseignant, que ce soit un journaliste, c'est prendre un risque en faisant son métier et en appliquant la loi, en appliquant et en respectant le droit, c'est problématique. Et c'est là qu'effectivement on peut se poser la question de savoir, est-ce que on est toujours dans la liberté d'expression ou est-ce que la force a gagné, vous voyez? Est-ce que la force a gagné? Parce qu'on a touché des symboles, on a égorgé un prêtre, on a égorgé des journalistes, on a tué des journalistes, on a tué des dessinateurs, des enseignants. Voilà, c'est des symboles qui sont forts. Hein. Oui, il y a une très belle une, parce que il y a une très belle une de Charlie Hebdo, qui est je crois du 16 ou 19 octobre 2020. Donc le 16 octobre, c'était l'assassinat de Samuel Paty, et le 19 octobre, ils sortent une. C'est la République décapitée, il y a un dessin, à qui le tour, et il y a 5 têtes décapitées. Un pompier, une infirmière, une postière, et c'est un lambda du personnel judiciaire, à qui le tour. Vous voyez? Et ça exprime vraiment l'idée que finalement l'attentat, le terrorisme, c'est n'importe quand, n'importe où, contre n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui, c'est des symboles. Et pas forcément, parce que quand vous êtes sur la promenade des Anglais à Nice, oui, mais croyez-vous que ce sont des symboles? C'est-à-dire, oui, c'est le jour, le 14 juillet, oui, on est d'accord. Mais les familles qui sont sur la promenade de Nice, la première dame qui a été percutée par le camion était une dame voilée. Vous voyez? Donc il y a eu énormément de familles musulmanes et de toute origine, de toute religion qui ont été percutées. Alors certes, c'était le 14 juillet. D'accord. Ensuite, le marché de Noël de Strasbourg. Comment il s'appelait, Sheriff Shekat, il va prendre son pistolet, et qui va tuer, ça ils font partie des premiers, je l'ai défendu, c'est Kamal, qui est venu d'Afghanistan avec sa famille pour fuir les talibans, et il est avec sa femme il s'est fait tuer sur et ses 3 petits, oui, et devant ses petits de 3 et 5 ans. Et je crois que l'autre, il était un tout petit peu plus grand. Et là, il va être tué d'un projectile en plein crâne. Et il va s'effondrer devant sa femme et ses enfants. Et Mostafa Salan, qui a été quasiment pris en otage par ce terroriste, et qui va monter dans son taxi et le menacer de son arme pendant 15 minutes, il a cru mourir. Il a d'ailleurs écrit un livre sur la question. Si vous voulez, alors quand on dit oui, il y a des cibles. Il y a Clarissa Jean-Philippe, policière municipale. Non, mais c'est des symboles. C'est des symboles. Ça, c'est des symboles. On est d'accord. Mais il y a aussi le monsieur tout le monde. Oui, il y a aussi le monsieur tout le monde. Certes, il y a le Notre-Dame, la basilique de Nice. Donc, le procès va intervenir du 10 au 25 février. Là, on sait que c'est un symbole. Mais il y a aussi monsieur tout le monde. Comment trouvez-vous le contexte général le but, c'est sur ce sujet-là? Le but, c'est de faire... Vous trouvez qu'il est apaisé? Vous trouvez qu'il est... J'ai l'impression que, en réalité, les Français vivent tout à fait normalement, sont pas tellement effrayés. C'est vrai qu'on se dit toujours, c'est toujours la même phrase, ça n'arrive qu'aux autres, vous voyez. Quand Mohamed Merah va dans l'école aux Zaratora à Toulouse et tue à bout portant un petit ou une petite fille, les gens peut-être se sentent pas vraiment concernés en se disant bon, c'était contre les juifs. Et ensuite, ah ben tiens, c'est contre les policiers. Ah ben tiens, c'est contre Charlie Hebdo. Ah ben tiens, maintenant c'est les professeurs.
Maintenant, à Nice, c'est tout le monde. Hein. À Nice, c'est tout le monde. Voilà. Le Bataclan. Le Bataclan, c'est les amoureux de rock. Les terrasses, la belle équipe, qui est un café, le Petit Cambodge, qui est un restaurant, le Petit Cambodge, le bar Voltaire. C'est pareil. Il y a tout le monde là-dedans. Les amoureux de foot au Stade de France, le match France-Allemagne, c'est exactement la même chose. Ce sont des amoureux de foot. Donc, ça, c'est pas. Est-ce que c'est une cible absolument Alors, il y a quand même quelque chose que certains ne comprennent pas, c'est la laïcité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de communautarisme en France. Bon, la semaine dernière, le maire de Montpellier a fêté une fête berbère dans la salle Jean Jaurès à la mairie, avec des chants religieux musulmans. Il avait enfilé le burnous. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive de la République pour soutenir ce communautarisme? Je ne pense pas que la République soutienne le communautarisme. Je pense que c'est plutôt une. En tout cas, il y a des signes. Hein. Il y a des signes. Mais c'est plutôt là, en l'espèce. Pour le maire de Montpellier, c'est peut-être un salut à une certaine culture. Vous voyez, oui, mais enfin, bon, on est dans la salle de la mairie, dans la même mairie où on refuse de mettre des crèches. Là, il y a des chants religieux. Voilà. On brouille tout aujourd'hui. Alors, écoutez, moi, je suis pas, j'ai pas suivi ce qui est peut-être devenu une polémique. En tout cas, pour moi, c'est vraiment. Alors peut-être que il y avait une fête spéciale. Excusez-moi, il y avait le nouvel an berbère. Voilà, donc ça me paraît pas complètement inopportun que d'accueillir des personnes, de marquer leur aspect culturel. Dans une salle de la mairie. Une salle de la mairie. Laïcité. Oui, mais est-ce qu'il faisait une salle de la mairie, toutes les salles communes appartiennent à la mairie, les salles communes, donc il faut bien une salle commune pour accueillir des personnes. Si c'était une fête, un nouvel an, c'est comme le nouvel an chinois, il ne me paraîtrait pas, c'est demain je crois le nouvel an chinois, donc il ne me paraîtrait pas complètement inadmissible que le maire accueille... Oui, mais sans chant religieux peut-être. Alors, qu'est-ce que vous appelez un chant religieux? Après, vous voyez, c'est... Oui, bon. Je vous avoue que moi, je ne sais pas, je n'y ai pas été, je n'ai pas entendu les chants dont vous parlez, et je ne veux pas apporter d'observation sur ce sujet. Oui. Alors, est-ce que la justice, dans cette affaire elle a été à la hauteur? Dans cette affaire globale là, de Charlie, voilà, tous ces procès, quel est votre regard sur la Mon regard, c'est que la justice est là pour se dresser, puisque c'est finalement la dernière chose qui se dresse contre le terrorisme, parce qu'on n'arrive pas à vraiment l'anticiper. Quoiqu'en 2020, il y a eu 8 attentats. Dans cette année tellement hautement explosive, il y a eu 8 attentats qui ont été déjoués. Mais souvent, malheureusement, les faits se produisent et c'est qu'après qu'on pleure. Et le dernier rempart contre le terrorisme, alors c'est la justice. Et moi, je trouve que la justice fait son œuvre puisqu'on met tous les moyens pour que, les terroristes soient très correctement défendus, et 2, pour appliquer le droit. C'est-à-dire qu'on n'a pas une perte de nos valeurs. On continue à individualiser la peine, on continue à écouter tout ce que chacun a à dire. Les victimes ont une place importante, les accusés aussi, et au terme des explications, parce que la justice essaie de comprendre, la justice ne peut pas juger sans comprendre, eh bien, il y a des sanctions qui sont, à mon sens, qui sont vraiment justes. Et la justice a été jusqu'à sanctionner un des acteurs, des accusés du Bataclan,
à la peine de perpétuité incompressible. Donc ça montre bien, et d'un autre côté, il y a eu des peines beaucoup plus légères, et notamment contre cette jeune femme de Nîmes qui avait participé, qui a d'abord été accusée de complicité dans l'affaire Samuel Paty, puis ça a été rabaissé en association de malfaiteurs terroristes, et enfin à l'audience, convaincue par ce qu'indiquait cette demoiselle, ainsi que les différents éléments de charges réunies contre elle, la justice a été convaincue de ce que ce n'était pas une association de malfaiteurs terroristes, mais une incitation aux actes terroristes. Donc, en réalité, on se rend compte que la justice ne se laisse pas emporter par l'émotion, reste toujours froide dans son jugement, et c'est très important de toujours rester dans notre état de droit pour faire face à ce qu'on peut considérer être comme de la barbarie. Voilà, une dernière question. Bon, on parle beaucoup de liberté là, dans ces sujets-là. Donc, il y en a certains qui pensent que la liberté, elle a été un peu remise en cause, d'autres que la liberté est abîmée. Qu'est-ce que vous pensez qu'une députée européenne soutienne l'emprisonnement d'un écrivain en Algérie, Boualem Sansal? Vous l'avez vu ça? Oui, je trouve ça... est-ce que si je vous dis je trouve ça déplacé, vous allez peut-être me dire oui, mais c'est peut-être sa liberté de penser. Alors on va dire que c'est son opinion, elle l'exprime, mais c'est pas du tout la mienne, et je vois ce sujet fait débat, elle a engendré une polémique, et je trouve cela normal, et moi je suis pas du tout d'accord avec elle. Vous êtes pour les polémiques? Non, vous savez, la polémique, c'est aussi la démocratie. C'est vraiment polémiquer, c'est pouvoir discuter d'un thème, et c'est ce qui évite finalement les passages à l'acte. Quand on arrive à discuter, à communiquer, chacun à dire son opinion, alors si chacun peut s'exprimer, il n'y a pas de passage à l'acte. C'est ça qu'il faut qu'on évite, les passages à l'acte. Très bien, je vous remercie pour cet entretien. Merci. Merci.